Semaine nationale de lutte contre la corruption, l'OCLEI et l'autorité de protection des données à caractère personnel sensibilisent sur la déclaration des biens. Le contenu de la déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel a largement été débattu hier à Bandiagara par les autorités. Ousmane Sonko était devant les députés ce vendredi pour sa déclaration de politique générale. Nous verrons les temps forts de cette journée. Dernier vendredi de 2024, ravi d'avoir passé toute l'année avec vous, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce 1945. La rentrée des cours et tribunaux a lieu à la Cour suprême de Bamako ce jeudi 26 décembre. Cette rentrée était placée sous le thème « Le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections ». Elle a été l'occasion d'affirmer la justice comme pilier de la refondation nationale. Paul Yapinguesson. Le 26 décembre 2024, la Cour suprême de Bamako a accueilli l'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2024-2025. La cérémonie a mis en lumière l'importance de la justice dans le maintien de la paix sociale, particulièrement en période électorale. À travers le thème, le président de la transition a rappelé le rôle crucial de la justice en tant que pilier de l'état de droit et garant de la cohésion nationale, notamment dans un contexte où les élections à venir marqueront la fin de la transition politique. Une justice forte est indispensable pour conforter l'immense œuvre de refondation du Mali, a-t-il déclaré. Dr Fatouma Tera, président de la Cour suprême, a présenté un bilan impressionnant des activités de la Cour suprême. 946 dossiers traités et 1034 arrêts rendus, un record historique. La magistrature malienne, a-t-il souligné, s'engage pleinement à assumer son rôle dans la préparation des prochaines échéances électorales en garantissant des décisions justes et impartiales. Le rapporteur général de la Cour, Dr Sori Diakité, a expliqué de manière académique les responsabilités du juge électoral face au contentieux. Mal géré, un contentieux électoral devient une véritable bombe sociale, a-t-il averti, en soulignant l'importance d'une collaboration étroite entre les acteurs électoraux et d'une application rigoureuse des tests en vigueur. Au-delà des discours, les réalisations concrètes de la transition en faveur de la justice ont été mises en avant. Parmi elles, l'adoption du statut unifié des magistrats, la modernisation de la Cour suprême à travers le lancement d'un site web officiel et l'acquisition de nouveaux équipements pour renforcer les capacités documentaires. Le procureur général, dans ses réquisitions, a exhorté tous les acteurs à faire preuve de responsabilité face aux défis électoraux à venir. Il a rappelé que les élections bien organisées sont une condition sine qua non pour garantir la paix et la cohésion sociale, des aspirations fondamentales du peuple malien. Le président de la transition a souligné que la justice, en tant que pilier essentiel de l'état de droit, joue un rôle régulateur indéniable dans les périodes électorales. Il a également exhorté les magistrats à redoubler d'efforts pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires en veillant à une stricte application des lois avant de déclarer l'année judiciaire ouverte. L'impact de la corruption sur les populations défavorisées ainsi que l'importance de la protection des données à caractère personnel en lien avec la déclaration des biens étaient au cœur des échanges ce vendredi dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption initiée par l'OCLEI. C'est Toumani Koulibaly. La déclaration des biens constitue une affaire publique, en l'occurrence ceux évoluant dans les secteurs exposés au risque de corruption. Cet atelier a surtout été l'occasion de mettre l'accent sur pourquoi déclarer ces biens. Il est important de souligner que cela évitera tout problème pour la personne concernée. Ces biens peuvent notamment être matériels ou immatériels. La déclaration des biens concerne des personnes désignées par la loi en fonction des critères précis. En l'occurrence, les personnes qui exercent l'autorité publique ou disposent d'un pouvoir de décision, celles qui gèrent les finances publiques ou qui ont une responsabilité financière et celles dont leurs fonctions les exposent à des risques de corruption, y compris les juges, les procureurs, les élus, les autorités locales, etc. Les biens à déclarer devraient inclure les biens immobiliers corporels et incorporels, les divers revenus, les avoirs bancaires locaux et à l'étranger. À la date d'aujourd'hui, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est parvenu à traiter 1796 déclarations de biens, soit environ 96% des déclarations déposées auprès de la Cour suprême.
Ces chiffres témoignent non seulement des efforts du département sur la question, mais également de l'intérêt des populations à déclarer leurs biens. À la date d'aujourd'hui, le CLEI a traité environ 96% des déclarations de biens déposées à la Cour suprême, soit 1796 déclarations traitées sur un total de 1873. En 2023, le dépôt des déclarations de biens a drastiquement baissé à plus de 90%, représentant le nombre de 60 déclarations. Sur les 150 services centraux dont les cadres sont assujettis à la déclaration des biens, seuls 7 services se sont pliés à la loi. En application de la loi numéro 2014-015 du 27 mai 2014, les autorités publiques, élus et hauts fonctionnaires chargés de la gestion des deniers publics doivent déclarer la situation de leurs biens. Ces assujettis, mentionnés à l'article 9 de la dite loi, doivent, dans les 3 mois qui suivent leur nomination, formuler une déclaration certifiée sur l'honneur, exacte et sincère, de leur situation patrimoniale. La même obligation est applicable à ces derniers dans le mois qui suit la cessation de leurs fonctions. En bref, le 19 décembre 2024, le chavirement d'une embarcation de fortune transportant des migrants au large des côtes marocaines a fait plusieurs victimes, dont 25 jeunes Maliens, selon un communiqué du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Les passagers de l'embarcation en direction de l'Espagne seraient au nombre de 80 personnes au départ et seulement 11 ont survécu. Parmi les survivants, on dénombre 9 Maliens. Retour au Mali, à Badjangara a accueilli hier jeudi 26 décembre un cadre de concertation réunissant les autorités administratives et les légitimités traditionnelles de la région pour débattre en profondeur du contenu de la déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États de l'AIS. Paul Yapinguesson. Le gouverneur de Bandiagara, colonel-major Olivier Diassama, a rappelé que la Confédération AIS, créée pour unir les forces des États sahéliens, face aux menaces persistantes, est confrontée à des tentatives de déstabilisation orchestrées par l'ancien colonisateur en complicité avec certains pays de la CEDEAO. Ces manœuvres, selon le gouverneur, visent à satisfaire les intérêts étrangers au détriment de la stabilité et de l'indépendance de la région. Face à cette situation, le gouverneur a insisté sur la nécessité d'une mobilisation citoyenne sans précédent. Chaque habitant des États membres de la Confédération AES doit se sentir concerné par la défense de l'intégrité et de la souveraineté de la région. L'espace de la Confédération est désormais considéré comme un théâtre d'opérations militaires unifiées, ciblant les terroristes et leurs complices locaux, sous-régionaux et internationaux. Les chefs de village, considérés comme des relais essentiels d'information et de sensibilisation, ont été appelés à transmettre ces messages dans leurs localités respectives. Leur rôle est crucial pour éveiller la conscience collective et renforcer la résilience communautaire face aux menaces externes. Cette réunion témoigne de la détermination des autorités régionales et de la légitimité traditionnelle à bâtir une résistance solide et coordonnée. L'accent a été mis sur l'importance de l'unité et de la coopération, pilier fondamental pour assurer la sécurité et le développement de la région sahélienne. Comme à chaque rencontre, les légitimités traditionnelles de la région de Bandiagara ont saisi cette tribune pour demander le renforcement de la sécurité dans leur région avec un camp militaire pour pouvoir lutter efficacement contre les groupes terroristes qui pullulent dans leur localité. Au Sénégal, la déclaration de politique générale tant attendue du Premier ministre Ousmane Sonko s'est tenue ce vendredi 27 décembre à l'Assemblée nationale après un refus opposé à ceux de la 14e législature. Djanaba Samaki. Cette déclaration de politique générale se déroule dans un contexte inédit avec en ligne de mire le vote de la loi des finances à quelques jours de la fin de l'année. Après 9 mois d'attente et de controverses qui ont provoqué la dissolution de la 14e législature après le dépôt d'une motion de censure du groupe Benno, le Premier ministre Ousmane Sonko a enfin rendu publique l'orientation que son gouvernement compte donner sur les référentiels 2050 pour répondre aux attentes des Sénégalais. Il a décliné ce vendredi son plan de rupture pour les 5 prochaines années sur lesquelles reposera l'action gouvernementale. Ce programme, selon ses termes, vise à mettre le Sénégal sur une nouvelle trajectoire en rompant avec les méthodes traditionnelles du passé. Notre engagement à faire du secteur privé le moteur de la création de richesses et d'emplois se traduira par la réforme du Code des investissements, afin d'en faire le seul régime d'exception. Intégrer la problématique de l'accès au foncier
les incitations non fiscales pour la redéfinition du régime de protection des investisseurs. La politique du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en matière d'éducation sera réalisée en orientant notre système éducatif vers la formation de citoyens adossés à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles et bien préparés aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Ousmane Sonko a annoncé que son gouvernement déposerait un projet pour abroger la loi d'amnistie couvrant les faits relatifs aux 3 ans de violences politiques entre 2021 et 2024 qui avaient fait des dizaines de morts. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Le Premier ministre Ousmane Sonko a abordé avec fermeté la question des dérives fiscales qui minent l'économie sénégalaise, qualifiant ces pratiques de permissives, corruptrices et dommageables à l'intérêt national, notamment les manipulations du Code général des impôts au profit d'intérêts privés. Malgré la situation économique catastrophique, avec un déficit budgétaire de 10,4% du PIB et une dette publique de 76,3% du PIB, Sonko ambitionne de hisser le Sénégal parmi les économies les plus compétitives d'Afrique. Sur le plan militaire, il a mis l'accent sur l'annonce faite par le président Bassirou Diomaye Faye de fermer les bases militaires de l'armée française. Par ces mesures, le nouveau gouvernement a la volonté de refonder de manière radicale les mécanismes institutionnels, économiques et sociaux visant à répondre aux attentes des Sénégalais. Du côté du Burkina Faso, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a également présenté ce vendredi devant l'Assemblée législative de transition sa déclaration de politique générale axée sur 8 priorités nationales, à savoir le renforcement de la puissance de feu des forces combattantes pour intensifier les opérations de reconquête et de sécurisation du territoire, le développement d'une industrie de défense nationale et la poursuite des efforts conjoints avec le Mali et le Niger dans le cadre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, œuvrer à une vraie réconciliation des Burkinabés, renforcer l'implication des autorités coutumières et religieuses en vue de l'implantation de mécanismes endogènes de promotion de la cohésion sociale, entre autres. Face à la crise humanitaire, M. Ouédraogo a salué le retour de plus d'1 million de déplacés internes dans leur localité d'origine grâce aux efforts conjoints du gouvernement et des partenaires. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité.